Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venus, ceux qui sont présents. Je vais essayer de ne pas trop vous endormir. Je sais que je suis la dernière personne de la journée. Mais écoutez, moi, je m'appelle Gabriel. Je suis étudiant à la maîtrise en travail social. J'ai d'autres chapeaux aussi dans la tête, mais je vais me retenir. Je suis affilié au GRADA, le groupe de recherche pour les adolescents et adultes autistes. Essentiellement, ce que je vais vous présenter, c'est une partie des résultats de ma recherche, plus liée au niveau de ce qu'on avait demandé, de la demande. Donc, on parle plus au niveau de la discrimination que les gens ont subie et comment ils ont joué autour. Donc, le titre, c'est Ben non, ça n'existe pas l'invalidité partielle dans la convention collective. Tant pis pour toi, change de poste. Une analyse des récits des intervenantes sociales en situation de handicap dans le système québécois de santé et services sociaux. Le fond, pour ceux qui ont discuté à devoir, le fond est tout le temps vert avec une écriture blanche. Et parfois, je vais paraphraser, mais je ne vais pas nécessairement montrer ce qui est écrit, seulement comme être pertinent. C'est un peu ma manière de faire. Et je vais avoir mon téléphone dans les mains parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et j'ai des. Donc, on peut changer. Faire les petites flèches, tu peux le faire tout seul. OK. Je peux te les changer si tu veux. OK. Parfait. Donc, on va expliquer un petit peu c'est quoi la problématique, comment j'ai obtenu ces données-là, l'accord d'analyse. Et un peu comme j'ai dit, je vais présenter des formes de discrimination qu'on a vécues, ou du moins qui ont été dites dans mes récits, les stratégies utilisées par les participants et un petit peu le côté discussion avec une conclusion personnelle. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a au moins 46,1 des personnes de 15 ans et plus qui ont des capacités, donc des personnes handicapées d'après ce Canada, qui travaillent comparativement à 66,2. Donc, il y a un 20 c'est assez continuel, c'est toujours 20 par rapport au reste de la population. Mais dans le système de santé, je ne vais pas faire un quiz, c'est écrit, il y a seulement 0,4 des professionnels et même du personnel, en fait, dans le système de santé qui rapporte être une personne handicapée. Ce qui est une grande différence, je dirais. Là. En fait, la cible des programmes d'égalité serait à 10,7, donc il y a comme un petit effort à faire. Là. Mais je ne vais pas aller. Ah, c'est ça. Je vais. Il y a beaucoup de facteurs. Je manque de temps. J'expliquerai tout pour. L'année dernière, j'expliquais un peu plus c'était quoi. Mais c'est prouvé que quand même qu'un phénomène d'exclusion des personnes handicapées, chez l'emploi au Québec, qu'il y a même des données vraiment très, très, très intéressantes par rapport à ça. Il y a de nombreux facteurs qui facilitent ou font obstacle à l'emploi. Au niveau individuel, c'est l'éducation. Au niveau sociétal et environnemental, qui est peut-être aussi le facteur d'une certaine façon dans les études, c'est la discrimination au travail qui prime. Donc, j'ai mis une ribambelle de référence pour le souligner. Et il existe certains facteurs qui sont spécifiques au réseau de la santé québécois, les multiples réformes, peut-être qu'il y a des conflits devant la catégorisation. Certaines personnes vont travailler mais ils n'ont pas nécessairement un poste précis. Je parle, par exemple, aux pères aidants, que parfois, dans le temps, c'était assez difficile d'avoir le poste père aidant. Et ça, comme j'ai dit, on manque un peu de temps parce que moi, ce qui m'intéressait, ce que je regardais, c'est, OK, tous ces facteurs-là, et comment la personne, l'individu est capable de naviguer à l'intérieur. Comment on passe ça de la dimension actentielle, mais vraiment comment l'individu est capable de naviguer, de rester, puis même si ça, il n'est pas capable de rester, il est obligé de quitter, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça dure aussi longtemps? Donc, on est beaucoup dans le côté action de milieu. Tu sais, juste, on vient d'avoir la présentation des infirmières, puis ma question, c'était qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur parcours d'intégration. Donc, donc, exactement comment ces professionnels-là, puis moi, je me suis concentré un petit peu sur les professionnels, les intervenants sociaux, donc travailleurs sociaux, il y a père aidant, psychoéducateurs, tout ce côté large-là, parce qu'il y a aussi ce petit côté que parfois j'aide une personne qui vit à peu près les mêmes problèmes que moi. Et surtout, il y a un aspect qui s'appelle l'invisibilité, ou que parfois les incapacités sont
invisibles, dans le sens qu'ils ne sont pas facilement visibles à l'œil. Donc, la personne peut peut-être être obligée de déclarer à cause de la situation ou elle va pouvoir choisir et de cacher ses incapacités afin de ne pas subir de discrimination en emploi. Il y a aussi une possibilité de divulguer pour avoir, par exemple, de la condamnation parce que la situation devient pire, mais je vais en parler un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus difficile. Mon cadre d'analyse, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de se situer sur une tendance ou non, donc j'ai pris ce qu'on appelle une vision postmoderne du handicap. C'est plutôt quelque chose qui a été en émergence dans les années 90-2000, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas apposer, mettre une situation de vie vécue à quelqu'un en utilisant un concept ou un modèle. Donc, il y a toujours un aspect de doute. Ce qui a en fait émergé plusieurs types de modèles que je m'inspire un peu, c'est-à-dire le modèle du développement du handicap, le modèle qu'on utilise en fait au Québec. Il y a aussi, en autisme, on parle parfois de neurodiversité et il y a aussi le côté intersectionnel qu'on a beaucoup parlé durant les présentations. Il y a aussi un petit aspect que j'ai noté, c'est l'influence de mon expérience personnelle parce que je suis une personne handicapée. Euh, dans ce cas-ci, c'est lié à l'autisme. Donc, il y a comme des choix sémantiques la manière que je parle, en fait, même durant la présentation, quand ça va être écrit, c'est-à-dire que j'utilise l'expression personne handicapée pour faire référence à un groupe social, mais je vais utiliser personne en situation de handicap. Moi, je préfère peut-être personne parfois en situation de handicap. Mais en fait, pour traduire le fait d'être en situation, de parler du moment, en fait, d'être en situation de handicap à cause du contexte social, physique et donné. Donc, on peut avoir une incapacité permanente, mais ne pas être en situation de handicap en le moment. Donc, rapidement, c'est les données que j'ai prises. J'ai eu 8 personnes, c'est des femmes. Je pense au début d'avoir peut-être des gens qui ont beaucoup d'expérience, au moins 2 ans d'expérience dans le système. Dans les faits, j'ai eu au moins 1 an, mais ils ont travaillé avant dans d'autres milieux, dans d'autres endroits. En fait, j'ai eu 3 personnes autistes, 5 personnes avec des incapacités de type santé mentale, un peu partout dans les 6. Mais beaucoup avaient en fait aussi des incapacités physiques. Ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que je pouvais faire la comparaison. Euh, donc, j'ai fait un document de type médias sociaux. Donc, maintenant que j'ai fini d'expliquer, on va le plus important, enfin, pour certaines personnes, les résultats. Donc, euh, il y a une idée, je ne pense pas qu'elle est vraiment le contraire, mais que les discriminations, c'est quelque chose qui découle d'intentions négatives, de pensées négatives, vraiment d'une vision peut-être stéréotypée d'une personne ou d'un groupe social. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Donc là, on a beaucoup de discriminations qui pourraient être interprétées qui proviennent en fait de ces intentions-là. Donc, par exemple, ont entendu des préjugés à propos de leur groupe social, n'ont pas été engagés en raison de leur incapacité, n'ont pas été promus en raison de leur incapacité, ont été exclus d'une formation, des doutes sur la pertinence d'accorder des accommodations dans le milieu de travail, des propos infantilisants envers les personnes participantes. Euh, je veux dire que ça, c'est toutes des discriminations qui sont récentes, que j'ai entendues dans le cours des récits. Donc, c'est pas quelque chose que ça fait longtemps, vraiment longtemps. Mais il y a d'autres types de ce que j'appellerais des discriminations. En fait, c'est plus des obstacles où on n'est pas nécessairement, où il y a une intention qui est derrière, mais ce qui fait que dans les faits, et bon, je pense que je vais être beaucoup dans cette organisation, dans les faits, ça veut dire que les personnes vont être exclues du travail, vont devoir s'exclure eux-mêmes pour avoir eu des mauvaises expériences par rapport à ce milieu-là, parce que le cadre, il est construit de façon à ce que c'est plus difficile. Puis, dans cet aspect-là, on peut parler de certains phénomènes, comme juste le fait que tu sais qu'il y a de la stigmatisation dans les milieux. Donc, tu vas agir en prévision. Tu n'as jamais entendu, tu ne le sais pas, mais tu vas agir en prévision de ça. Ah, déjà 10 minutes? Il te reste 10 minutes. Déjà? Ah mon Dieu, je ne peux pas parler assez vite. Donc, OK. Le fait aussi d'être en stigmatisation et peut-être juste le fait que les règles de fonctionnement sont de l'autre du corps. Mais ce que je voulais en fait me concentrer, c'est une forme particulière, c'est-à-dire ne pas reconnaître la situation de handicap. Donc, essentiellement, ce que j'ai eu dans les récits, c'est que les personnes ont eu des événements où juste
malgré ce qui lui arrivait, on disait tu n'es pas en situation de handicap ou tu ne fais pas assez d'efforts. Dans ce cas-ci, par exemple, après un retour à l'urgence pour un problème physique, la personne est sous médication et en télétravail. Après une semaine, on lui reproche de ne pas être assez productif. Donc, je passais mon 7h30 devant mon ordi comme juré. Je ne suis pas capable d'en sortir assez parce que j'étais gelé comme une balle par le médicament. Je me connecte sur Teams et finalement, il y a ma cordeau et ma Jusnac me pète une coche en disant que selon le nombre d'évaluations que j'ai sorti la semaine dernière, ça voudrait dire que j'ai un seulement rédigé pendant 20 heures, depuis 30 heures. Alors, qu'est-ce que je faisais de mes autres 10 heures? Donc, c'était inacceptable qu'on me rende. Donc, on voit que c'était. On pensait même qu'il y avait un vol par rapport à ce là. Donc là, par la suite, même, elle a été dans un autre 6 et là, ça a été une situation un peu similaire, mais là, on transférait la responsabilité sur elle. Donc, j'ai demandé des accommodations d'ailleurs parce que je faisais des crises de panique, de genre terrible. Là. Je me cachais pendant des heures des toilettes à l'hôpital à hyperventiler. Là, parce que je n'étais pas capable de faire ma job, j'ai rencontré ma boss pour lui dire ce qui se passe. Elle me répond ah, je suis désolé que tu te sens comme ça. Je suis comme OK, on fait quoi? Je ne sais pas. Tu peux penser à des solutions. Là, on se verra le mois prochain pour en parler. Donc, dans d'autres milieux, la personne découvre, par exemple, une autre personne parle découvre qu'il y a une personne autiste, ça peut faire connaître de manière officielle des accommodations qui existent déjà dans le milieu de travail. Elles existent déjà. Sauf qu'elle va devoir passer le contre-expertise, malgré qu'elle a déjà un officiel, puis même la rencontre s'est un peu mal passée. Mais durant la rencontre officielle, elle se prépare, en fait, pour avoir des. Après, ça a été une rencontre entre moi, ma boss, mon agent au bureau de santé. J'ai demandé d'avoir une personne représentante du syndicat jusqu'au cas où. Finalement, on a fait le tour des accommodations, mais tu sais, dès le début, j'avais dit aux trois autres, toutes les recommandations qui sont là, ben, il y a déjà beaucoup de choses. C'est pas toutes les choses qui sont déjà en place. Je veux que ça soit officiel. Puis finalement, mon agente du bureau de santé à la fin, elle a dit ah, finalement, tu avais raison, hein? C'est toutes les choses qui sont déjà en place. Ouais, je ne demandais pas quelque chose que je n'ai pas de besoin. Donc, on voit qu'il y a quand même une sorte de résistance des difficultés, mais je vais passer vite parce que j'ai pris trop de temps à l'intro. Donc, les stratégies pour les personnes participantes, il y en a de multiples parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait des années où elles sont encore là. Parfois, ça peut être des choses genre éviter ou encaisser le moment stressant, retenir de l'information liée à la situation de handicap, juste tisser des liens avec des collègues pour qu'il y a un malaise ou des difficultés ou que juste il y a une réticence à juste dire que la personne n'est pas assez productive. Donc là, on dit non, je m'entends bien avec elle. Il y a aussi le fait juste de dire honnêtement, tout le contraire, fonctionne comme ça. Puis là, ça aide beaucoup les gestionnaires parce que là, ils savent un petit peu comment placer, montrer la personne. Ou juste d'agir encore plus, d'agir comme un modèle à suivre. Tu es totalement honnête, tu es une super personne handicapée, tu te dépasses le handicap et tout le monde. Quand on est plus dans le genre de cacher, peut-être genre faire un vide des informations sur sa santé. Encore, j'aimerais tellement tout vous expliquer, mais on manque un peu de temps. Donc, mais ce que les gens parlaient beaucoup, c'est d'avoir un contrôle sur soi, même à utiliser des ressources extérieures comme des professionnels, la famille, pour pouvoir vraiment être capable de travailler sur tout le long. Et l'alcool peut être aussi utilisé. Quand on parlait de changement dans l'environnement, c'était extrêmement difficile. J'ai parlé qu'il y avait une résistance de nos accommodations. Les plaintes, c'était pas facile non plus avec les autorités. Mais quand j'ai parlé aux personnes, j'ai réalisé que dans les faits, le système leur donne deux accommodations. La première, c'est juste d'aller en arrêt maladie. C'est disponible à tout le monde. Tout le monde peut aller en arrêt maladie. Aller. Et pour les personnes notamment qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale, c'est parfait parce que, je vais vous prendre un exemple. En 2022, j'ai eu un arrêt de travail pour dépression, au début d'année, l'accumulation et tout ça. Le fait que je ne pouvais pas me confier non plus parce que je n'avais pas confiance en la poste. Donc, je suis parti. Je ne suis pas parti longtemps. Là. Je suis parti un mois parce que je suis arrivé au bon moment. Je suis quand même un spécialiste de mon établissement. J'avais essayé de j'avais essayé de mettre mes stratégies en place, ça n'a pas fonctionné. Ça a été ma faiblesse. Quand ça déboule, ça peut vraiment débouler très vite. Et je répète, la personne a des symptômes liés à des problèmes dépressifs. Donc, mais bonne nouvelle, je le fais rapidement en main, ça fait en sorte que l'arrêt de travail n'est pas là. Et, écoutez, vous avez compris là, que l'arrêt de travail peut être beaucoup. Il y a beaucoup de situations plus difficiles comme ça. Un autre aspect, un peu comme j'ai parlé, c'est que la deuxième, c'est changer de poste. Donc,
c'est que parfois c'était vu comme une accommodation, une personne pouvait juste changer de poste. Et c'était très bénéfique pour beaucoup de personnes, vraiment. Certains étaient un petit peu plus compliqués. Dans les faits, les personnes se sentaient seules par rapport au système. C'est vraiment isolé, même si ça fonctionnait bien. C'était récurrent, ça devait tout le temps le faire. En fait, elles sentent souvent qu'il n'y avait pas de prise dans leur milieu, vraiment aucune. Et là, on va dire, et c'est peut-être pas pour rien. Et là, je vais passer rapidement ma discussion, mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là sont dans un milieu qui ne sont jamais tout à fait adaptés à eux, puis sont souvent, ça dépend du bon vouloir des gestionnaires. Puis, au lieu de penser au niveau de la personne, je me suis dit peut-être qu'il faudrait penser plus haut. Puis là, c'est là où j'ai réalisé que dans les faits, les personnes sont dans une situation hiérarchique. T'sais, on a beaucoup de termes par ce milieu-là. Souffrance éthique, nouvelle gestion publique, idéologie gestionnaire. Mais c'est toujours une idée de haut en bas. Dans les faits, c'est un peu comme systématique, souvent. C'est-à-dire que la personne a le droit de travail, mais dans les faits, elle est vue comme une ressource, une unité à déplacer pour faire ces actions-là. Puis, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile parce que la question, c'est que il y a peut-être une autre explication au-delà de cette militation. Je vais me dépêcher, mais on sait que la limite au niveau de personnes en situation de handicap, c'est que si la personne est compétente, c'est pas important. Dans le sens qu'on essaie l'engagement des personnes des personnes compétentes. Donc, différencier les deux, c'est un petit peu difficile dans les cas, là. Tu parce que, par exemple, si on dit est-ce qu'une personne était compétente parce qu'elle est handicapée, notre réponse va être non. Si on dit est-ce qu'une personne est compétente parce qu'elle n'a pas de compétence pour l'emploi, même si c'est directement lié à l'incapacité, là, la question est un petit peu plus difficile à répondre. Dans les faits, on est moins dans la description, on est littéralement dans ce qui cause. Donc là, on est beaucoup plus dans les structures, dans les normes, et ça revient en tant que tel à ce que Dr. Chaumou et Maître Jamar parlent au niveau des normes au travail, qui sont tellement restrictives qu'elles sont devenues comme impartiales ou même naturelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas la cause, en fait, des discriminations, là. Qui vont en fait pousser les personnes à être un peu, à essayer de prendre d'autres moyens de devenir compétents, de présenter, mais c'est surtout le fait que dans les faits, c'est c'est quand même une forme de discrimination. C'est là, c'est qu'on a fini. Donc, mais j'aimerais faire une excellente conclusion, mais en conclusion, il y a beaucoup de choses à faire si on veut agir, mais je crois que le plus important, c'est peut-être juste d'avoir conscience de ces milieux-là, parce que juste de faire conscience, ça peut enlever une grosse partie de confusion que les gens sont à l'intérieur, parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui